Madame, Monsieur, bienvenue dans ce numéro de l'invité, un numéro qui sera on ne peut plus philosophique et on va parler de comment reconstruire la société congolaise d'un point de vue moral, éthique et pourquoi pas axiologique. Qui de mieux qu'un philosophe pour nous décortiquer plutôt c'est que c'est la RDC en tant qu'État et nation. Mon invité, il s'appelle Sambaye, Monsieur Sambaye Olivier. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Alors, vous êtes à la base philosophe et vous êtes également coordonnateur d'une ASBL au nom de le Cercle Axiologique et vous êtes enseignant à l'Université de Kinshasa, c'est ça? Exactement. Alors avec vous, nous allons parler de cette thématique qui est éminemment politique pour une reconstruction logique de la société congolaise et vous allez nous parler des quelques fondamentaux pour que, je dirais, un territoire soit considéré à la fois un État et une nation. Ma première question, quel diagnostic posez-vous de la RDC en tant qu'État et en tant que nation? Merci pour cette question. La RDC est un État et en même temps une nation qui a été construite au fil du temps. Et il est arrivé un moment où la construction était en train d'être détruite jusqu'à être presque totalement détruite. Cette construction s'était construite sur quelques bases solides du point de vue moral, du point de vue éthique, parce qu'on ne doit pas tout ignorer. Il y a eu un moment où c'était... Vous parlez de la RDC précoloniale ou la RDC postcoloniale? La RDC précoloniale, postcoloniale, la première décennie, lorsqu'on accède à l'indépendance de 1960 à 1970. Parce que le problème, c'est que lorsque nous sommes membres d'une société, on ne doit pas être... on ne doit pas verser dans une sorte d'inconscience historique. Il faut qu'on ait la conscience historique. Il ne faut pas qu'on puisse se détacher de l'histoire. Le Congo n'avait pas écrit son histoire avant l'indépendance. On accède à l'indépendance avec la possibilité d'accéder à la connaissance. On a procédé à l'historiographie. Et l'histoire comme science, comme étude a été instaurée. Il y a des historiens comme Eli Kiambokolo qui ont écrit sur le Congo. Mais le plus grand qui a écrit beaucoup plus sur le Congo, c'est le professeur Ndaiwel avec sa publication de 2009. Qui a retracé l'histoire du Congo des origines jusqu'à nos jours. C'est une œuvre... Un livre qu'on retrouve de moins en moins, en tout cas. Simplement parce que le Congolais n'est pas trop studieux, croit qu'il faut tout faire à l'aide d'une baguette magique, alors que c'est la connaissance et c'est la science qui doit tout transformer. Et ceux qui avaient l'esprit trop élevé, comme Cheikh Anta Diop, ont pu recommander à l'Africain de s'armer de la science jusqu'aux dents. Parce que ce n'est que la science qui peut faire de l'irréductibilité d'un peuple. Parce que la science, c'est la formalisation de la société. Lorsqu'on est armé de la science, ça permet à ce qu'on puisse bien gérer les choses. On a la théorie, on la met en pratique. Alors, le pays a bien fonctionné de 1960 à 1970, où la population vivait mieux, il y avait la sécurité, il y avait la bonne organisation. Vers les années 70, nous parlons du Congo post-colonial, bien sûr, on a commencé à dégringoler. Tout ce qui a été construit commençait à être détruit. Les universités perdaient leur beauté, les routes détruites, et puis au fil du temps, jusqu'à ce qu'on parvienne à verser dans les antivaleurs les plus abjectes, on parvient à perdre les fondamentaux de l'organisation d'une société, et on reste un État-nation par la forme, alors que par les contenus, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. C'est ainsi que, en tant que philosophe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit jouer notre rôle. Parce que le philosophe, c'est comme un coq qui chante pour réveiller la société qui dort. C'est que fut beaucoup de philosophes qui ont réveillé la société. Je ne vous parlerai pas de Socrate, de Platon, Aristote au fil du temps. Je viens au 19e siècle avec Karl Marx, qui a réveillé toute une société, qui a réveillé la conscience du monde occidental, avec sa théorie qui a permis à ce qu'on procède, on verse à l'industrialisation. Et l'industrialisation, aujourd'hui, fait l'irréductible du monde occidental.
L'Allemagne aujourd'hui accorde beaucoup plus d'importance à la philosophie, beaucoup plus d'importance à la science, beaucoup plus d'importance aux valeurs scientifiques, aux valeurs sociales. Et ça fait en sorte que la société est bien construite. On admire la beauté architecturale du monde occidental aujourd'hui. Mais à la base, c'est quoi? C'est la science et ce sont des valeurs. Alors, permettez-moi de vous relancer. Mobutu, notre chef d'État à l'époque, voulait en tout cas, avait l'ambition de créer une nation. On l'a vu avec une langue pratiquement nationale, le lingala, une langue propagée partout dans tous les 4 coins du pays. C'était aussi l'homme qui s'était fait entourer des grands philosophes, des hommes des sciences. Mais comment ça se fait que c'est la même personne avec qui nous avons connu une sorte d'ascension et avec la même personne nous connaissons une sorte de déclinaison? Exactement, vous savez, il y a un problème lorsqu'on accède à la gestion de la chose publique au plus haut niveau, c'est l'entourage. Avec l'actuel chef de l'État, on entend, tout le monde dit, il est mal entouré. Le chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque, disait aussi qu'il n'avait pas de bons collaborateurs. Ça pourrait simplement signifier qu'il était mal entouré. Mobutu accède au pouvoir et était entouré... des philosophes aussi. Des philosophes. Je prends les cas, beaucoup ne le savent pas. Gambembo Fumua Utadi était les conseillers du chef de l'État. C'est lui dont la bouche murmurait aux oreilles du chef. Et puis le chef l'écoutait. Il y a un moment lorsque le chef de l'État, Mobutu, est entouré, des juristes, des économistes. Et on faisait voir au président Mobutu qu'il était plus important qu'il soit l'homme le plus riche et l'homme le plus puissant du pays. Alors, ça tapait dans le système et puis le pays a connu ce qu'il a connu avec ce que le président a fait. Mais le point positif du président Mobutu, c'était l'unité nationale. Ouais. Il a réussi à rendre les Congos un et indivisibles. Les Congos comme nation où la population se sent chez elle. Elle n'a pas intérêt de se considérer comme n'étant pas membre d'une province donnée. Je suis zaïrois, je suis congolais. C'était ça l'avantage, le point le plus positif du président Mobutu. Il a su rassembler, réunir tous les Congos. Mais s'il faut revenir à ce qu'il faut parler de la reconstruction de l'État-nation, parce qu'aujourd'hui, on va peut-être y revenir avec le tribalisme, on comprend que même cette unité-là est perdue. Nous avions des originaires, par exemple, du Bas-Zaïre, du Bas-Fleuve, qui étaient nommés gouverneurs à l'Est. Il y est resté jusqu'à être élu en 2006 député national. Là, nous parlons des comtes de Villa Kikanda, d'heureuse mémoire, que son âme repose en paix. Nous avons eu Nzuzi Wambombo, qui n'était pas du Bas-Fleuve, ouais, mais elle a été là comme gouverneur. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples comme ça et chacun se sentait chez soi. On pouvait construire à Boma, on pouvait construire à Matadi. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa? C'est ce qui devait en principe être le cas dans toutes les provinces lorsqu'on veut accéder même dans la gestion de ces entités. À Kinshasa, on n'a pas besoin de savoir il est de quelle tribu, pour qu'on puisse lui accorder de l'importance et de la valeur pour que la population accorde même le suffrage lors des élections. Voilà. Alors, il est plus important que nous puissions reconstruire le pays sur base aussi de l'unité nationale. Mais la reconstruction, quand on parle d'une nation, nous voyons d'abord la population. Nous avons d'abord la population, nous avons d'abord ensuite le territoire, et enfin, vous avez les institutions. Oui, justement, ça, c'est un peu les fondamentaux d'une nation, même d'un État. En réalité, on voit que sur le papier, la RDC est constituée d'un territoire, d'une population et de la force publique, notamment les institutions. Mais aujourd'hui, on va parler encore une fois de cette perte, cette crise morale qui gangrène un peu notre société. On va parler de la reconstruction morale, axiologique de notre société. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a été à la base, fondamentalement, de cette crise que nous connaissons aujourd'hui? À la base, fondamentalement, c'est qu'il y a une tendance qui était renversée. Ouais. L'homme politique était présenté comme quelqu'un qui devait être le plus riche de la société. Okay. Et accéder à la gestion de la chose publique, c'est s'offrir le confort, c'est s'offrir le bien-être, c'est enrichir sa famille, son clan. Voilà le tableau sombre de l'homme politique africain ou congolais en particulier. Et ce n'est plus normalement comme la philosophie a conçu les sciences politiques.
lorsque vous accédez à la gestion de la chose publique, ce n'est pas pour vous-même, mais pour la population. Et du coup, c'est au fil du temps, après beaucoup de décennies, nous sommes restés dans ça. Lorsque vous accédez à la gestion de la chose publique, c'est pour vous-même et non pour la population. Conséquence, des détournements en cascade. Et les détournements n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est hier, avant-hier, ça fait autant de décennies au Congo qu'on connaît les problèmes des détournements. Il vous souviendra, le président Mobutu, lors d'un discours, il disait, mais voilà, vous volez même l'avion. Il faut voler un peu et puis aider aussi avec un peu la reconstruction du pays. Vous comprenez que ça n'a pas commencé aujourd'hui, le mal a commencé vers les années 70 et nous ne sommes pas encore sortis de cette considération. D'où il faut une reconstruction logique de la société congolaise. Comment on arrive à cette reconstruction logique? Une reconstruction logique. Ouais. La logique, il faut la réflexion, il faut les idées. Vous savez, ce sont des idées qui gouvernent le monde. Les idées sont à la base du monde. Ce sont des idées couchées sur le papier qui deviennent projets, qui créent des théories. Et quel type d'idées? Ce sont des idées claires et distinctes qui gouvernent le monde. Et la banque d'idées, c'est la philosophie. Je ne parle pas trop de la philosophie parce que je suis philosophe, mais c'est une évidence. Tout scientifique avéré connaît l'importance de la philosophie parce que la philosophie est à la base de toutes les sciences. Sciences de l'information et de la communication, formalisée par Chomsky, philosophe. Jürgen Habermas, qui a parlé des théories de l'agir communicationnel, défini des bases solides pour les sciences de l'information et de la communication. Ce sont des idées claires et distinctes qui doivent être à la base du pays. Or, la logique, j'enseigne la logique, je suis spécialiste de la logique, mes travaux académiques ont porté sur la logique et j'enseigne la logique à l'université. Et la logique, c'est la science qui... Du raisonnement. Enseigne comment raisonner correctement. Oui. Comment bien raisonner pour que votre réflexion ne soit pas la réflexion ou le raisonnement de l'homme de la rue qui ne sait pas accéder au savoir pur. Et la logique édicte des règles. Voici ce qu'il faut pour produire un raisonnement correct et logique. La logique vous permet de produire des prémices à partir desquelles vous devez vous appuyer pour arriver à des conclusions. Ce qui veut dire que les prémices sont comme des théories. La conclusion, c'est la pratique. Donc, il faut réfléchir en vous basant sur ce que vous voyez, en formalisant cela, et lorsque vous formalisez, pour que ça puisse vous permettre de déboucher sur la pratique. Alors, la constitution logique voudrait à ce que l'on comprenne que l'État congolais est une nation où il y a un territoire bien défini, 2 345 000 km², ça c'est connu. Alors, dans la nation, en dehors du territoire, nous avons la population. Mais la population, au Congo, nous avons la population. Mais quel est le nombre de la population? Elle est estimée à 100 millions plus ou moins. Estimée. Mais est-ce que nous avons des données démographiques de la population congolaise? Quel est notre taux de mortalité? Quel est notre taux de natalité? Nous n'avons pas de données. Comment on doit gérer un pays lorsqu'on ne connaît pas le nombre de la population qu'on est appelé à gérer? Et c'est ça toute la difficulté. Parce que s'il faut monter un projet agricole, vous allez monter un projet agricole pour nourrir qui? Combien? Quel est le nombre de la population que vous êtes appelé à nourrir au travers d'un projet agricole solide qui puisse permettre à ce que l'on soit en situation de résoudre les problèmes de la famine? Lorsqu'on parle de la scolarité, quel est le nombre des enfants à l'âge de l'école maternelle, primaire, pour que ces enfants puissent bénéficier de la gratuité de l'enseignement? Voilà, la gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne chose, c'est à féliciter parce que la Constitution a été respectée avec l'actuel gouvernement, ce qui est à applaudir. Mais en amont, si nous avions des données démographiques, on pouvait comprendre que nous avons autant d'enfants qui sont à l'âge de scolarité, on pouvait faire en sorte qu'on puisse budgétiser cela et définir ce qu'il faudrait pour que l'on débouche à cela. Donc vous comprenez que le recensement est primordial pour la gestion efficace et efficiente de la chose publique. Alors, avec les données démographiques, on pourrait économiser, résoudre aussi les problèmes des élections. Vous voyez, aujourd'hui, l'enrôlement, en 2005, on a organisé l'enrôlement, 2009, 2011, l'enrôlement, 2017, l'enrôlement, 2022, 2023, l'enrôlement. Je ne vais pas exhumer ce qui s'est passé en 2005, 2009 et 2011. Prenons seulement 2017. On est à plus de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars seulement pour l'enrôlement.
Nous sommes en 2023, ça a commencé en 2022, les kits électoraux, etc. Plus de 500 millions de dollars. Donc, au bout de 5 ans, nous avons 1 milliard, s'il vous plaît. 1 milliard de dollars seulement pour l'enrôlement. Permettez-moi de vous relancer. Je me souviens encore l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui disait en son temps que les élections nous coûtent trop cher. N'est-ce pas là une invitation à une philosophie, à une réflexion sur le devenir? Vous me permettez d'exhumer. Puisqu'il parlait des élections qui nous coûtaient cher. L'opposition a crié, ben voilà, il ne veut plus organiser les élections. Il a dit, il y a une forte crise de mentalité, une crise morale. On a encore crié, ben voilà, c'est un incompétent. Il a dit, je suis mal entouré. Donc c'était des appels à une réflexion profonde de ce que nous sommes en tant que société. D'après vous, pour qu'une société soit juste et prospère, il est impérieux que le philosophe soit roi ou que le roi soit philosophe. Cela veut dire que ce sont des idées claires et distinctes qui doivent gouverner la nation. Il se peut que vous, chef de l'État, ne soyez pas en situation de tout maîtriser. Mais il y a des personnes qui peuvent vous aider, c'est votre entourage. Lorsqu'au sein de votre entourage, il y a des personnes qui ignorent la finalité de l'agir politique, mais qui ont des compétences techniques. Vous allez faire confiance aux compétences techniques parce qu'ils vont vous présenter sur papier ce qu'il faut faire, mais dans la pratique, parce qu'ils n'auront pas de compétences éthiques pour supporter, d'offrir le bonheur à la population. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont verser dans les détournements, dans la corruption. Le chef de l'État, Joseph Kabila, l'a dit, nous sommes en janvier 2018, son tout premier point de presse. Mais bien avant ça, moi je lui avais écrit une correspondance pour proposer ce qu'il fallait pour sortir de cette situation, des dilapidations économiques, où l'on dépense des millions de dollars pour organiser l'enrôlement qui n'est pas inclusif, qui est exclusif. L'enrôlement qui n'apporte pas le développement de surcroît n'est pas inclusif. Ouais. C'est-à-dire que toute la population, à l'âge de la majorité, certes appelée à s'enrôler, mais pas de façon obligatoire. C'est pourquoi je dis c'est exclusif. Lorsque je suis grabataire, je suis malade, pendant cette période, on vient de voir l'enrôlement pour leur géographique ouest. Je suis malade depuis octobre, hospitalisé. On ne va pas me suivre à l'hôpital pour me faire enrôler. 6 mois après, je sors de l'hôpital. On a déjà quitté l'aire géographique ouest. Je ne me ferai jamais enrôler et du coup, je suis exclu aux élections. Et voilà les conséquences de l'enrôlement. L'enrôlement est exclusif et non inclusif. Conséquence, nous avons des données, on a les fichiers électoraux qui n'avoisinent même pas 40% ou 50% de la population. Mais lorsque on dit pour l'ère géographique ouest, il nous faut enrôler pendant autant de temps. On va enrôler combien de personnes? Parce qu'on n'a pas de données démographiques, on ne sait pas exactement le nombre de la population qu'on doit enrôler et on définit la cartographie et la durée sans avoir des données solides. Et ce qui sous-entend qu'on est en train de naviguer à vue. Oui. Alors il faut une logique. Quelle logique? La logique prospective. Donc vous produisez des réflexions en ne voyant pas seulement l'instant présent, en voyant ce qui va arriver, être en mesure de faire des projets à moyen et à long terme. C'est ce qui manque dans ces pays. Donc pour reconstruire logiquement l'État, il est plus qu'impérieux qu'on recense la population, qu'on sache exactement avec la DGM. Heureusement, on peut définir exactement les nombres des étrangers. Alors, ça, c'est important. L'une des dernières questions, en tout cas, je vous laisserai le temps de répondre. Aujourd'hui, nous connaissons une situation d'agression, une énième agression. En tout cas, cette agression a considérablement mis à nu, je dirais, le sentiment national fragilisé de notre pays. On a remarqué que c'est plus ceux de l'Est qui eux-mêmes militent pour que la paix retourne. Ici, à l'Ouest, à Kinshasa, pratiquement, la marche organisée récemment par l'opposition n'a pas, en tout cas, mobilisé grand monde comme je l'estimais. Donc, il y a ce sentiment national qui s'effrite de plus en plus. Vous, en tant que philosophe, quand vous voyez cela, que doit faire le politique, notamment, pour renforcer ce sentiment national fragilisé, notamment par plusieurs choses, le tribalisme, l'ethnisme, etc. Bon, désolé, je serai obligé de présenter une évidence. Ouais. Je suis obligé de le dire. Vous savez, l'homme occidental
maîtrise tout ce que je suis en train de dire, la logique, la prospective. Et puis, il y a une bonne morale et la mauvaise morale. La bonne morale, c'est exactement ce que j'ai dit, vous travaillez pour le bonheur de la population. La mauvaise morale voudrait à ce que vous travaillez pour vos propres intérêts au détriment des autres. La constitution que nous avons promulguée le 18 février 2006, c'était un piège. Et ça le demeure. Un piège. Aujourd'hui, si nous n'avons plus, en tout cas, les valeurs républicaines, nous les perdons simplement parce que nous avons été piégés par le monde occidental. Nous avons copié une démocratie occidentale qui n'était pas adaptée à la démocratie à l'africaine. La démocratie est liée à l'ADN et il faut faire une approche métaphysique pour comprendre exactement la gestion de la société également. Alors, on nous présente une constitution où les gouverneurs, les députés provinciaux doivent être élus. Et la conséquence, c'est quoi? Pour être élu, vous devez être connu de la population au suffrage universel direct. Un originaire alors. Originaire, pour être élu. Donc, c'est-à-dire que vous êtes connu de la population. Ou pour être connu de la population, soit vous êtes resté là pendant longtemps, vous avez servi cette province, Comte de Villa-Kikanda, d'heureuse mémoire, je venais déjà de les citer. Si vous n'êtes pas connu de la population, du coup, vous êtes exclu. Aujourd'hui, c'est très difficile de voir quelqu'un du Bandundu aller se faire élire député provincial au Kasaï oriental. Difficile qu'il aille se faire élire député provincial au Maniema. C'est très compliqué. Alors, l'homme occidental, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est de balkaniser ces pays. Et ils sont en mesure de faire de la logique prospective, produire une mauvaise réflexion, produire un raisonnement erroné, du sophisme pour ses propres intérêts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fil du temps, ils peuvent s'accorder 50 ans pour dire qu'avec ces systèmes politiques, nous serons en mesure de fragiliser la nation parce que chacun va s'appuyer sur sa province, va rester dans son coin et n'aura aucun intérêt de vouloir sortir de son territoire pour aller ailleurs. Chacun aura le sentiment d'appartenance à sa province et non au pays. Le provincialisme, oui. Et conséquence, ça va créer le tribalisme où chaque tribu devrait chercher à s'affirmer comme étant meilleur que les autres. À cause d'une constitution nous présentée par le monde occidental, la forme, les contenus, on peut dire, voilà, le professeur Mampouya, c'est lui qui a rédigé l'article 220 de la Constitution. Il y a des points rédigés par nous-mêmes, c'est les contenus. Mais la forme, c'est la chose la plus importante. La forme, c'est ce que le monde occidental a proposé à l'accord, au dialogue intercongolais où nous avons pu avoir cette constitution. Et c'est tout ça les dangers. Et aujourd'hui, nous sommes à 18 ans et les résultats sont là. La Constitution ne nous a pas cimenté, c'est ça. La Constitution est en train de fragiliser le pays dans ce sens que le mode d'accession à la gestion de la chose publique comme député provincial, comme député national, comme gouverneur également, il faut être seulement fils de roi. Mobutu l'avait compris. C'est pourquoi il nommait les gouverneurs. Il vous prend, vous êtes kassaïen, il vous impose au Bandundu. De telle sorte que là-bas, vous puissiez vous habituer. Nous avons des gouverneurs qui ont géré la province du Kasaï, mais qui étaient de l'Est. Et aujourd'hui, nous avons des Avini au Kasaï qui portent les noms de ces anciens gouverneurs, alors que les noms ne sont pas d'origine Luba. Et leurs enfants sont restés là-bas, ils sont en train de travailler. Ça crée une forme d'unité nationale. Mais aujourd'hui, l'unité nationale est en train d'être détruite. Nous versons dans le tribalisme à cause de ce qu'on nous a présenté par ce qu'on nous a proposé, hein, certes, mais nous l'avons reçu malheureusement et les conséquences se présentent comme telles. Il est plus qu'impérieux que nous sortions de cela, qu'on repense nous-mêmes le mode de gestion de nos provinces. Parce que si nous restons dans ça, nous risquerons d'assister à une catastrophe. Alors, dernière question, comment la politique doit être faite maintenant? C'est vrai, il y a une vraie crise des valeurs républicaines chez bon nombre de nos politiques, les jeunes gens, même ceux qui sont déjà âgés. S'il faudrait que vous donniez un conseil au chef de l'État, vous lui demanderiez de s'entourer plus de philosophes encore maintenant? Oui, les philosophes. Ouais. Non seulement les philosophes,
mais d'autres scientifiques également, mais beaucoup plus des philosophes. Parce que le philosophe, c'est celui qui comprend, qui est en mesure de faire des analyses approfondies en ne s'appuyant pas sur le fait tels qu'ils apparaissent, mais il va au-delà de l'apparaître. Le philosophe est celui qui peut faire une approche métaphysique pour proposer des solutions touchant directement à la racine et non les faits tels qu'ils apparaissent. Alors, le philosophe, c'est celui qui a atteint les niveaux le plus élevés du savoir, des connaissances, qui est en mesure de théoriser, de produire des sciences et d'évaluer les sciences. Le philosophe, c'est quelqu'un qui est rempli de valeurs. Le philosophe, c'est un éthicien, c'est un moraliste, c'est quelqu'un qui a le mal en horreur. Ok. Le philosophe, c'est quelqu'un qui Quelle a... apologie du philosophe? Je ne fais pas l'apologie du philosophe, mais la description du philosophe. Le philosophe est celui qui peut offrir l'axiologie sociologique, les normes pour la définition de la société. Le philosophe est celui qui a créé la science politique. Et la science politique, malheureusement, comme beaucoup de domaines, s'est détournée de la philosophie, mais la philosophie, il revient toujours pour dire non, vous ne devriez pas le faire. L'épistémologie, d'ailleurs, vous le savez, vous l'avez appris en 3e année des graduats, d'heureuse mémoire, les profs font quoi? C'est les grands épistémologues congolais. Alors, on interpelle, voilà, vous dans votre domaine, voici ce que vous devez faire. Le philosophe, en ce moment-là, va intervenir pour aider le pays à voir clair. Merci beaucoup Olivier Samba. Il y a plusieurs autres aspects que nous n'avons pas évoqués pour renforcer les sentiments nationaux. Il y a notamment l'éducation que vous avez salué, l'accès gratuit actuellement, mais il y a le contenu qui pose problème aussi, le contenu de cette éducation, il y a la langue, il y a le service militaire. On en parlera peut-être lors de la prochaine émission. J'espère qu'on aura de temps en temps ces genres de séances de réflexion pour permettre à nos populations de pouvoir en bénéficier, tirer parti justement de quelque chose pour mettre en pratique dans la reconstruction du pays. Merci à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro. J'étais très heureux de vous le présenter. On se retrouve au prochain.